Avant de commencer à conceptualiser, pour vous expliquer un peu le parcours qu'on a prévu aujourd'hui, je voulais dire qu'il n'y a qu'à Interlieu qu'on peut faire ce genre de délire-là quand même, être très relationnel, participatif, mais aussi processuel, construit pendant une résidence de 2 semaines. C'est quelque chose qui est arrivé à force de relations, puis de rencontres, puis d'échanges matériels, médiés par les objets céramiques, médiés par l'argile. Évidemment, c'est ancré dans une expérience qu'on va tenter de vous émuler à travers des apprentissages faits avec d'autres types de macaques, d'autres types de primates, pardon, que vous. Donc, le but, évidemment, n'est pas de représenter ce que j'ai appris des macaques japonais, mais plutôt de vous le faire suivre dans le monde humain par des nouvelles relations qui ont été construites dans l'expérience, par la négociation de l'autorité de l'exposition elle-même. C'est pour ça que ça s'appelle un décentrement supplémentaire. Au fait, j'ai commencé à déposer une exposition au lieu à l'automne. C'était censé être à l'automne, mais pour des raisons qui fait que la vie arrive toujours quand tu as prévu quelque chose d'autre. Finalement, on a déplacé ça en juin de cette année, puis on a tourné ça en résidence de recherche-création processuelle, finalement, qui est plus de l'ordre d'une résidence performative, je dirais, parce que ça a été construit à mesure d'avancement, puis négocié à mesure de rencontre aussi. Donc le parcours commence ici avec finalement des collaborateurs qui ont embarqué depuis longtemps dans mes délires, là, les personnes de Gouride ici, Nick, JB, Didier, Gabi, Max Noise qui est ici avec Punks Makes Noise, Stay Punk aussi avec ses objets. Il y a plein d'affaires didactiques aussi de la revue Zone Occupée de mon ami Patrick Moisan, sur les tables, vous pouvez vous servir, demander, il y a des trucs à vendre, des objets aussi. Des t-shirts de Gouride, tout ça encourage l'aide, l'entraide avec des mouvements plus humanistes, soit en Palestine, soit d'autres causes qui nous tiennent à cœur, tout le monde, nous les primates humains. Donc, on va aller dans la salle aussi pour performer quelques actions que les primates ont montrées pour vous faire comprendre aussi le chemin qui passe de l'organisme biologique à l'environnement vers la reconstruction d'écriture humaine, pour ensuite transiger vers la galerie à l'arrière du stationnement, du lieu dans lequel d'autres relations, finalement, ont existé et prennent part à la pratique durant l'expérience. Ces relations n'existaient pas du tout avant. Je ne connaissais pas ces personnes-là non plus, peut-être avoir quelques-unes. Comme Steven a dit aussi, c'est à force de rencontre et de négociation entre nous qui est une force des primates. Les primates font ça constamment, négocier l'autorité de la discussion, négocier la communication à différents niveaux. Ça se passe aussi ici comme sur un site d'archéologie, il y a plusieurs strates. Qu'est-ce qui rend confus les archéologues? C'est souvent les sols enfouis, les sols qui s'entremêlent, dans lesquels on interpelle certaines informations. Servez-vous de vos codes, il y a des codes qui vont vous manquer. Il y a des codes à l'intérieur des objets céramiques aussi, évidemment, qui émanent du savoir-faire céramique millénaire, des fois. Donc, par rapport aux structures de cuisson, par rapport à l'archéologie des matériaux et des objets. Poser des questions après, on aura le temps d'en discuter ensemble après nos speeches et notre petit parcours. Puis je vous invite aussi à le penser de manière circulaire. Revenez ici, revenez voir Max Noise avec ses objets, retournez voir les choses. Très important aussi, le projet il est conçu comme un site d'archéologie, c'est-à-dire qu'on pense de manière diachronique puis synchronique simultanément. Les strates sont une première durée verticale qui explique le développement évolutif du projet, puis dans lequel il faut comprendre les activités de manière horizontale sur une seule strate de sol. C'est un peu le problème de l'archéologie. Il est plus facile à résoudre, je trouve, en art visuel. Yes. Fait que je vous invite à vous suivre. Il y a déjà des actions qui vont se passer. Je ne dis pas que ça va être très, très rationnel. On essaie de quitter cette forme de pensée-là. On essaie de trouver des formes créatives pour trouver d'autres imaginaires. Donc, il y a une couche d'abstraction supplémentaire, évidemment, qui va se rajouter. Fait que venez-vous-en. Prenez place un peu où est-ce que vous pouvez, hein, c'est pas vraiment pensé pour recevoir un spectacle évidemment. Comme les actions performatives, vous pouvez vous asseoir à des endroits, vous déplacer au besoin, vous pouvez intervenir aussi. Hein. Je ne vous conseille pas de manger des chips au ketchup, mais en tout cas. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, à certains moments, oui. Ouais. On va attendre. Oui.
Pour commencer, je vous ai parlé de synchronie, de diachronie déjà dans l'expérience, d'entrer dans l'accueil. Qu'est-ce qui se promène au mur, évidemment, va faire état de validation de ce que je suis en train de vous raconter un peu de manière matérielle. Au fait, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'ici, ça a servi sur le territoire de la pratique artistique à valider des apprentissages découverts avec d'autres types de primates que les humains. Les macaques japonais, au début, il y avait les babouins gelada aussi dans l'expérience. On les a retirés de l'expérience, un peu dans le deuxième cycle de l'expérience pour des raisons de hiérarchie sociale, d'accès aux enclos, de difficultés avec le matériel de l'argile. Étant donné le poids très lourd des boîtes d'argile, puis la demande des babouins gelada en climat refroidi, les cages étaient très basses, donc on les a enlevés de là, mais aussi pour une hiérarchie sociale dans laquelle soit le mâle alpha fait rien, personne ne fait rien, donc on s'est rapatrié vers les macaques japonais. Le premier problème pour quelqu'un qui travaille avec les objets dans une institution zoologique, évidemment, c'est les contraintes épistémologiques. Comment on rencontre des scientifiques, des vétérinaires, comment on négocie la recherche-création sur le territoire des sciences pures. Ça a été pour moi une première claque au visage, si on veut. La deuxième claque au visage amenait évidemment des infrastructures de captivité, hein, la ventilation qu'on entend, le bruit qui dérange les animaux, la façon de la présence aussi d'être avec les animaux, le risque aussi de la surprise, de leur faire peur, l'agressivité des animaux eux-mêmes, mais aussi évidemment les maladies qui contiennent tous, parce que les singes, les macaques japonais sont tous porteurs de l'herpès B signé, qui est mortel pour les humains. Donc, cette manière-là de nous contaminer et, comme dirait Bruno Latour, une attaque finalement de corps à corps pour les macaques en nous tirant des excréments, en nous tirant de l'urine. Donc, cette façon-là de travailler est devenue finalement une menace à mon travail d'objet. Il a fallu que je me rapatrie autour de d'autres manières de travailler qui sont vraiment à partir d'archives, de lignes. C'est un mec qui était archivé par mon ami Patrick Moisin ici, qui avait fait la première phase de travail avec moi au zoo. Le travail a duré quand même sur 2 étés, échelonné par négociation avec les autorités compétentes du zoo, mais aussi évidemment avec des compréhensions conceptuelles de qu'est-ce qui s'était passé dans la phase d'avant pour réaligner la deuxième phase. Donc, autour de 4 phases, on a commencé à comprendre des choses. J'ai commencé par disposer quand même des blocs de taille égale de manière systématique, comme on fait en archéologie, dans l'enclos des macaques japonais. Le premier point de ça pour moi était de valider des données apportées par l'anthropologie biologique, c'est-à-dire la force de préhension des animaux, leur capacité à faire la pipette partielle, leur rapport aussi aux matérialités, mais leur façon aussi d'interagir, donc maximiser l'interaction des macaques avec la matérialité de l'argile, avec finalement les objets céramiques que j'avais. Erreur de moi à moi de constater que les macaques, évidemment, négocient l'autorité de n'importe quoi, de n'importe qui, des soigneurs, des vétérinaires, des artistes, évidemment, mais les artistes font ça aussi quand même, négocient l'autorité de tout le monde. Claude le sait. La première chose qu'ils ont faite avec mes blocs, c'est qu'ils n'ont pas touché du tout à ça. Ça ne les intéressait pas. Hein. Les macaques japonais, c'est des animaux propres qui lavent leurs trucs. L'argile molle leur fait peur. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est la soufflerie des enclos pour tenir ça propre, souffle l'argile assez rapidement, puis l'argile devient vraiment, vraiment sec. Qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est qu'ils la cassent par terre, comme ça, puis ils trimballent des choses de même. Ils font leur territoire comme ça. Yes! C'est la première chose que les macaques font. Ça ne les intéresse pas vraiment, la matérialité. Ce qui les intéresse, finalement, c'est de tracer des lignes au sol. Mais ça, on le reconnaît dans le milieu naturel, parce que les macaques japonais sont connus pour casser des noix au sol. On le sait, en archéologie des animaux, on retrouve des ateliers d'enclume animale avec des pierres, des noix, puis avec aussi leur carence en sodium. Normalement, ils cassent des roches qui sont importantes en sodium, pour être capable d'enrichir certains morceaux. Puis on retrouve des éclats comme ça, finalement, qui amènent de la confusion pour les archéologues, à savoir est-ce que c'est un éclat finalement fait par des humains, est-ce que c'est un éclat fait par des animaux. Certaines convergences donc de comportements propres aux nôtres. Deuxième chose aussi qui était important pour moi, c'est de me rendre compte après plusieurs phases que finalement les macaques sont assez futés parce que leur paradigme est construit dans les enclos zoologiques. Donc ils sont habitués à manger à un endroit de la cage, ils sont habitués à jouer à l'autre endroit de la cage. Fait que pour moi ici, il y avait une espèce de ligne séparatrice quand même. On joue, on mange. Au moment où j'ai commencé à comprendre ça, que les comportements des activités sont médiés par les environnements de captivité, j'ai été capable finalement de soumettre des formes qui contiennent des raisins dans des endroits de jeu, de soumettre finalement moins d'argile.
dans les places qui étaient vouées à la nourriture. C'est là quand même que certaines données ont commencé à flasher pareil. Parce que le fait que, intentionnellement, ils prennent des morceaux d'argile qui étaient dans la phase de nourrissage, puis qu'ils les déplacent dans les phases de jeu, pour finalement aller tracer des lignes. Les macaques qui font ça constamment, toute la nuit, toute la journée, ils font des lignes, ça m'a pris 2 ans, 2 étés pour me rendre compte de ça à force de regarder des archives. En tant que bon archéologue, quand même, j'ai trié les lignes en 2 types de grandes catégories. Les catégories qui sont de l'ordre du déplacement des blocs, c'est-à-dire on part du nourrissage, on s'en va vers l'enclos de jeu. Les lignes intentionnelles dans lesquelles ils superposent volontairement des lignes d'acharnement que j'ai appris. Ces lignes-là, quand même, là, ils sont plus comme du genre de ça. C'est ça qu'ils font toujours. Ces lignes-là, pour moi, c'était devenu le matériel pictural de travail. Fait que je suis passé de l'objet à un travail sur l'image, à un travail sur la ligne. Quelle confusion quand même pour quelqu'un qui travaille en céramique. Comment rapprocher ça finalement d'un environnement cognitif de d'autres primates comme les macaques japonais? Il a fallu que je me mette, grâce à mon directeur, un peu comme conseil, à essayer de penser comme un macaque japonais. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils font? On ne veut pas penser de manière anthropocentrique, à dire qu'est-ce que nous, les humains, on voudrait voir en eux. Puis là, c'est là que je me suis mis aussi couché sous les arbres. Couché sous les arbres, on voit des types de lignes, on voit des lignes entremêlées, on voit des lignes qui forment des nids pour la nidification de nuit. Chose que les primatologues aussi au Japon avaient enregistré de manière linéaire comme des schémas graphiques. Ces schémas-là graphiques, quand même, sont devenus pour moi des récurrences linéaires entre les humains, les anthropologues, puis les macaques japonais d'une manière horizontale. Le travail de la ligne était reconnaissable pour moi de deux manières. Qu'est-ce que l'environnement produit, si on veut? L'environnement linéaire des arbres qui produit et qui rentre de manière incarnée, peut-être dans les sens perceptifs du monde, qui s'en va tranquillement vers... Oh, excusez-moi, Morgane, pardon. On se tasse, on s'en va tranquillement vers les lobes occipitaux du cerveau des primates. On partage avec les primates non humains, toute la famille des primates partagée, gyrus fusiforme sous les lobes occipitaux. Il se situe à peu près ici et ici. La beauté des choses là-dedans, c'est qu'il y en a un qui sert à la reconnaissance des lignes du paysage qui nous entoure pour nous repérer dans un environnement forestier, humain et non humain. Et le deuxième fait le transfert des lignes du paysage vers la reconnaissance des visages des gens qui nous entourent. On reconnaît nos amis, on reconnaît nos ennemis, on fait des alliances. Il me semble que c'est ça le fondement du social, c'est l'association, l'alliance, le rapport aux autres. Les gyrus du paysage, les gyrus finalement des visages, sont un petit peu les outils que la biologie a donnés aux primates pour être capable de devenir de plus en plus grégaires, de plus en plus cumulés, d'avoir une culture cumulative faite d'objets matériels. Comme disaient les primatologues, nous, c'est les objets qui nous médient. Les objets nous médient, on n'est pas dans des rapports corps à corps comme les autres babouins, comme les autres macaques, comme les autres chimpanzés. On est vraiment dans des rapports, finalement, qui sont médiés par des matériaux, qui sont médiés par de l'argent, qui sont médiés par des objets, par des fruits, par des légumes, par des nourritures, par des repas, par des échanges. Exactement comme on le fait en poterie artisanale, quand on échange des volatés, quand on invite au repas, même affaire. Ces formes-là de lignes aussi qui étaient construites par les primates, qui étaient directement liées à leur environnement naturel, il a fallu que je creuse un petit peu quand même pour voir où est-ce que ça existe chez les humains, où est-ce qu'on peut trouver ce truc-là. Quelle forme de ligne est proche de l'environnement naturel des humains? Évidemment, il faut retourner assez loin. Mais les premières formes d'écriture en Chine utilisent des carapaces de tortue, ils utilisent aussi les omoplates de bœuf quand même. Quand ils craquent au feu, les omoplates de bœuf ou les carapaces de tortue, ça forme des lignes. Ces lignes-là, on le voit aussi chez les populations autochtones de la Côte-Nord canadienne. Même dans les plaines des États-Unis, on voit la même chose, probablement une genre de diffusion anthropologique à partir des connaissances de l'Asie du Sud-Est. Mais en Chine, à l'Antiquité, même 800 ans avant notre ère, l'écriture ossekaï chinoise s'est déplacée, s'est développée à partir de la scapulo, ainsi que le craquement rituel des omoplates, des carapaces de tortue.
D'autres formes d'écriture, proto-écriture, je dirais, même en Grèce, qui est l'écriture boustrophédon, qui imite parfaitement, finalement, le labour des champs par les bœufs dans leur trajet. C'est-à-dire que les gens écrivent Get out. Get out of your own way. un sens comme ça, un sens comme ça, un sens comme ça, un sens comme ça. Ça, c'est la première forme d'écriture gréco qui sert de boustrophédon pour comprendre, mais c'est complètement imité de la manière dont les bœufs labourent les champs à l'époque. Il existe pas mal de types d'écriture comme ça chez les humains qui sont directement reliés à l'environnement naturel et qui viennent de plus en plus à se cumuler pour former des motifs complexes. Plus on avance dans notre grégarisme, plus on se cumule en société complexe, plus on avance à force de démographie complexe, de cumul de population, on vient finalement qu'à s'éloigner, puis à se distancier de ce lien-là avec la nature qui nous entoure, puis à produire finalement peut-être d'autres formes de rituels, d'autres formes de relations, d'autres formes d'imaginaire quand même qu'il faut ramener, je trouve, sur la table, ramener dans l'horizontalité, puis ramener aussi dans notre primatologie, à nous, dans notre primauté, si on veut, en tant qu'animal primate, avec les deux yeux en face du visage, contrairement à d'autres types de mammifères qui regardent des deux côtés de la tête. On a des yeux en avant du visage, c'est pour communiquer avec d'autres primates. C'est pour échanger avec d'autres primates aussi. Ça, pour moi, c'est un apprentissage que ce sont les macaques qui m'ont rappelé. C'est les macaques japonais qui m'ont rappelé que l'autorité est négociée à mesure que le groupe s'avance et que la société se fait en avançant aussi. Oui. Il n'existe pas de société fixe, il n'existe pas de société figée dans le temps. L'histoire culturelle, c'est quelque chose qui est processuel, qui se fait en s'associant. Les anciens concepts de culture vont tomber bientôt. On va pouvoir arrêter d'avoir des mosaïques qui ressemblent à l'Europe de l'Ouest, la copier sur les populations d'Afrique ou sur les populations autochtones pour leur imposer des filtres, des cadres. Les échanges culturels à partir d'objets de savoir-faire, c'est des trucs quand même qu'il faut aussi constamment négocier. La céramique, l'argile, les matériaux avec des fondements historiques importants dans l'histoire humaine sont des objets épistémiques de première valeur pour considérer des liens imaginaires avec notre primatologie. Fait que ça, je vous invite vraiment à faire, à questionner ce que les humains font encore comme avant. Le boustrophédon est repris aujourd'hui dans la tête de programmation des imprimantes 3D pour fabriquer des objets. Vous avez sûrement tous déjà vu ça aujourd'hui. Fait qu'est-ce qu'on met dans l'imaginaire revient tôt ou tard dans les technologies et dans les associations culturelles nouvelles. Si ce n'est pas déposé dans le monde par l'imaginaire, personne ne va le prendre au vol, ça n'existera jamais. Fait que je vous invite quand même à produire des alternatives rituelles, des valeurs collectives partagées, des nouvelles relations avec les primates qui nous entourent. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, le décentrement supplémentaire, c'est fait par négociation d'autorité des objets, négociation d'autorité des matériaux et des primates que j'ai invité à collaborer sans sélection aucune, sans hiérarchie aucune. Tu veux collaborer, intègre le projet. Tu veux donner quelque chose aux autres, donne quelque chose aux autres. Tu veux transmettre, transmets. C'est ça la recherche-création pour moi. Les matériaux existent, ils fabriquent des œuvres d'art, mais les objets, c'est un intérimaire. C'est un intérimaire dans la pratique. Il sert à créer des relations et des comportements nouveaux. Il ne sert pas à être disposé sur un socle comme à l'accueil. D'ailleurs, faites attention à l'accueil de ne pas les faire tomber. Dans la construction de ces nouveaux rituels-là, pour terminer, je voudrais vous dire aussi que il existe justement déjà dans les mondes humains des formes de nouvelles relations qui ont été décrites de manière violente par l'administration humaine, par la bureaucratie et son agressivité envers les humains eux-mêmes. Oui, oui. Ce sont des cages mentales, des cages cognitives dans lesquelles on s'enferme. Oui. Je vous invite quand même à négocier cette forme-là, à attendrir, à ramollir vos comportements. L'argile, c'est un matériel qui peut être mou, hyper réceptif, fragile, délicat, mais qui peut être tranchant, dur, coupant, aussi une fois cuit. C'est un matériel à double tranchant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos nouveaux rituels, nos nouvelles alternatives de l'imaginaire? Il faut peut-être se fier à ce qui existe dans d'autres cultures humaines, quand c'est les rêves qui organisent le quotidien des populations pendant le jour, que ce soit les rêves des chiens dans le travail des avocats dans l'Équateur, que ce soit alors les rêves de d'autres personnes, de d'autres animalités. Il faut intégrer finalement cet imaginaire-là, cette alternative-là, ces rituels, ainsi que les rêves et le monde onirique. Pour cette raison-là, les relations qui ont été produites de manière synchronique dans ce projet-là se trouvent aussi dans la deuxième galerie que vous trouverez, et tout est en construction et processuel. Je vous invite à poursuivre le parcours vers le stationnement extérieur. Merci. Merci.
Oui, bien sûr. J'en choisis une. Magnifique, merci. Il y en a-tu d'autres princesses? Un papillon, un papillon. Je pense qu'il y en a une là-bas dans le coin aussi. Celle que tu m'aimerais avoir. T'es beau, je suis une princesse. Je pense qu'il y en a une là-bas là, dans le coin. La princesse par ici. De princesse. Chère princesse. C'est le groupe macaque, c'est le macaque sur la table.
Le prince Adam est venu aussi. Voulez-vous des gâteaux de la lune?
Maintenant, j'aimerais savoir des gens qui sont volontaires pour lire à haute voix, qui m'accompagner de lire les manifestos. Y en a-tu du monde qui aimerait lire les manifestos à haute voix avec moi? Ça prend de vraies princesses qui n'ont pas peur de se faire entendre. Oh, ouais. Aimerais-tu être une princesse avec moi pour lire ça à haute voix? Parce qu'on va critiquer, c'est pas mauvais d'être une princesse, c'est pas ta faute d'être belle et d'être héritière du royaume. Ça, c'est un manifesto qui rejette les impositions sociales par rapport aux princesses et l'univers n'était pas là. On va les lire tous ensemble, moi aussi. Tout le monde, on va les lire tranquillement. Y a-t-il du monde ici qui va aller faire la lecture à haute voix? Bien, on va lire La société depuis notre enfance nous pousse à être des princesses. Dans notre petite enfance, cette princesse, c'est un compliment, c'est beau, c'est magnifique. Mais rendu à un certain âge, ça devient péjoratif, puis ça devient même une insulte. Pourquoi la princesse est traitée de toutes sortes de noms? Sont nues pour aimer la beauté du monde, de s'être vulnérables. Pas toutes les princesses sont des vulnérables.
Dans le temps, les princesses étaient des guerrières. Nous sommes le réceptacle du grand pouvoir de la vie de la nature. Donc, levez la voix avec moi, soyez des princesses avec moi, puis acceptez les différents archétypes de la vie naturelle. Ceci se manifeste contre les constructions sociales à propos des princesses. Au-delà des héritières de la richesse et des terres, aussi les héritières d'empires économiques, sachant que l'âge d'or du passé est inexistant. L'auparavant et l'autre temps est faux. La mémoire et les imaginaires collectifs sont imparfaits et la nostalgie utilise des manipulations. Les stéréotypes connus de tous qui véhiculent la vision du colonisateur. La vision du colonisateur est la vision de l'oppresseur. Sachant que la construction sociale est également les idéaux des différents rôles occupés par les femmes. Ce sont les visions créées depuis le milieu patriarcal. Je dénonce l'imposition des consomptions qui ne réforment. Je dénonce la pression sociale de l'air et complémentaire. Je dénonce les silences complices. Je dénonce la surconsommation. Je dénonce les politiques migratoires de Donald Trump et le racisme implicite dans ces politiques. Je dénonce la persécution et les crimes contre les sorcières. Je dénonce les génocides du peuple palestinien. Je dénonce la stupidité humaine. Je dénonce le néolibéralisme. Il était un temps où la conception royale était guerrière comme les Amazones. Dénonçons ensemble la pression mentale qu'on accepte. Il est construit à partir de règlements et protocoles. Je dénonce la notion de perfection. Je dénonce la vision aspirationniste et le domaine de statut social. Je revendique les transitions. Je revendique les différences humaines. Je revendique le naturel. Je revendique tout ce qui est pur et libre. Je revendique le bonheur. Je revendique le bruit. Je revendique la couleur. Je vous invite tous à vous libérer des dogmes. Je vous invite à tous questionner avant d'accepter quoi que ce soit. Je vous invite à négocier avec des religions. Je vous invite à négocier constamment l'autorité. Je vous invite à proposer de nouvelles relations. Je revendique les créatures de l'obscurité. Je revendique les actes de création. Je revendique les actes magiques. Je revendique les erreurs de la matrice. Je revendique les outsiders. Je revendique les rejetés de la société. Je revendique les côtés sauvages des gens. Je vous invite d'être plus près de la nature. Je vous invite à rechercher la sagesse. Cherchez la sagesse de l'esprit de la forêt, des esprits de la montagne, pour éveiller votre âme et votre corps. Écoutons la belle image de la nature.